Comme vous le voyez d'après ce titre, l'Internet est au centre un peu de nos préoccupations de cette soirée. Mais l'Internet, c'est plus la peine de le présenter, c'est considéré maintenant comme un véritable phénomène de société. J'expliquerai tout à l'heure que ce n'est pas vraiment un nouveau média, comme on l'a souvent appelé, c'est un véritable phénomène mondial qui crée de nouveaux pouvoirs, de nouveaux enjeux, de nouveaux défis, de nouveaux dangers aussi, de nouveaux risques, des espoirs, mais aussi des craintes. Nous avons créé le premier site web de la Cité des Sciences en 1994, cité-sciences.fr. Donc, vous voyez, il y a presque 12 ans. Et maintenant, je vais essayer de vous parler d'Internet de 2016, dans 10 ans. Et vous allez voir, ce n'est pas facile parce que nous sommes face à des phénomènes d'accélération et à des phénomènes de convergence. Parce que les prévisions que l'on fait souvent dépendent des usages que les gens feront. Ce n'est pas la technologie qui change la société, c'est la réappropriation par les usagers, par les citoyens, des technologies qui vont modifier le cours des choses. C'est ce que je voudrais essayer de vous montrer. Alors d'abord, le plan que je vais suivre pendant cette conférence va comporter 3 grandes parties, et à chaque fois vous le reverrez, ce plan, pour savoir où on en est. Au début, je vais parler de technologie, des convergences technologiques. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais surtout me consacrer à ce que j'appellerais le nouvel Internet, l'Internet des objets, l'Internet de communication des gens entre eux, ce que j'appelle les médias des masses, vous le verrez bien entendu plus en détail. Et puis, dans la troisième et dernière partie, évidemment, il sera question des enjeux d'Internet concernant la sécurité, les problèmes de vie privée, les problèmes de droit d'auteur, qui sont des enjeux, vous le savez, d'actualité en ce moment dans notre pays. Et j'essaierai, après quelques diapos, de faire un petit scénario du futur pour vous montrer un peu où on risque d'aller. Convergence technologique d'abord, ce terme est très important parce que la convergence est liée à l'accélération. Plus les technologies se marient entre elles, plus ça s'accélère, plus ça se complexifie, plus nous avons du mal à suivre, plus nous avons du mal à comprendre ce qui est en train de se passer dans ces différents domaines. Et vous avez ici une liste de secteurs que je vais explorer en vous donnant évidemment des exemples sans être trop extensif. Ce n'est pas un cours sur Internet, c'est plutôt une évocation des enjeux de l'Internet et des nouvelles communications. Et vous voyez là toute une série de mots que vous connaissez sans doute, le haut débit, le sans fil, le multimédia, les terminaux portables multifonctions. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que sont les fonctions déportées, la localisation par les satellites, la mutualisation des ordinateurs sur les réseaux, conduisant à une sorte de macro-ordinateur, un métacomputer, par la connexion des machines entre elles, la communication avec les objets. Là, j'insisterai beaucoup, ce sera une grande partie de ma conférence sur les médias des masses, j'expliquerai ce que c'est, etc. Donc, cette convergence technologique fait qu'il est difficile aujourd'hui de prévoir, parce que nous ne sommes plus dans des filières classiques, linéaires, traditionnelles, qui se passent comme ça s'est passé dans les 3, 4, 5 dernières années. Nous sommes dans des phases d'accélération où tout d'un coup, le sans-fil, le satellite, le multimédia, le haut débit se marient et créent des nouveaux enjeux et des nouveaux services. Alors dans tout ça, Internet, c'est pas ce qu'on nous a dit depuis 10 ans. On nous dit qu'Internet, c'est une TIC, une technologie de l'information et de la communication. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière. On nous a dit aussi Internet, c'est un nouveau média. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces définitions. Je vous le dis pourquoi. D'abord, ce n'est pas une TIC, c'est une TR, c'est-à-dire une technologie de la relation. Les grandes applications d'Internet, c'est la messagerie électronique, ce sont les bavardages, les forums, ce qu'on appelle le chat. Tout ceci montre qu'Internet est un outil de relation. Et ce n'est pas seulement un nouveau média qui s'ajouterait à l'imprimerie, qui s'ajouterait à la radio, qui s'ajouterait à la télévision, qui s'ajouterait à la poste, puisqu'il y a la poste, il y a la télévision, il y a la radio, il y a le texte sur Internet. C'est même pas un média des médias. C'est ce que j'appellerais plutôt, ce terme est un peu pédant, vous en conviendrez, mais je suis prof, alors de temps en temps, il faut montrer des trucs, puis on est à la Cité des Sciences. Hein. Donc, c'est un écosystème informationnel. Voilà. Un écosystème, c'est un système complexe, constitué de nœuds de réseau, en relation les uns avec les autres, par des liens,
Ces liens, c'est le téléphone, c'est le satellite, c'est le câble, c'est la fibre optique. Et ces différents liens constituent un système global qui est un écosystème informationnel. Et peut-être même, moi, dans mon livre L'homme symbiotique, j'en ai beaucoup parlé, pour ceux qui l'ont lu, je dis que c'est une espèce de système nerveux, remarquez, entre guillemets, dont nous sommes, entre guillemets, les neurones. Et cette image le symbolise. J'aime beaucoup cette image. Je l'ai empruntée au laboratoire Bell aux États-Unis. Ils ont créé un logiciel qui permet d'envoyer une information d'un bout à l'autre d'Internet et de calculer la vitesse avec laquelle elle revient, comme une sorte d'écho. Et grâce à ça, on peut visualiser les autoroutes de l'information, comme les axones du système nerveux, et les dendrites, excusez-moi de parler comme un biologiste, mais ça rappelle tellement les dendrites du système nerveux que je ne peux pas hésiter à les employer, qui vont connecter votre ordinateur chez vous, en Australie, au Canada, au Japon. Voilà un peu à quoi ressemble le cerveau mondial de l'Internet vu de l'intérieur. Donc c'est un système qui, aujourd'hui, comme l'oxygène de l'air, comme l'énergie qui arrive chez nous par la prise électrique ou par la batterie de notre voiture, comme l'alimentation qui nous permet de vivre, c'est un système qui de plus en plus va s'imposer comme étant un environnement par lequel beaucoup de choses passeront. La communication téléphonique, la télévision, les signaux rapides, les échanges entre les banques, les réservations de places d'avion, les communications interpersonnelles, etc. Donc voilà, déjà, j'ai planté le décor. L'Internet du futur ne sera pas un nouveau média. L'Internet du futur n'est pas une TIC, c'est une TR, c'est un écosystème informationnel, un outil relationnel. Et la preuve en est ici. Tout ce que vous voyez là, toute cette liste un peu étrange pour ceux qui ne connaissent pas ce vocabulaire et qui n'est pas pour ceux qui l'utilisent ou le connaissent, ce sont des applications qui ont été créées par les usagers eux-mêmes. La plupart d'entre elles n'ont pas été inventées par des industriels, n'ont pas été inventées par des organismes publics qui les ont imposées, par des standards. Ce sont les gens qui ont fait que la messagerie électronique est devenue la plus grande application d'Internet. Que pour le téléphone, qui est lié dans mon esprit à la communication du futur, à la révolution de la communication du futur, bien entendu. Je le mets ici. Le SMS, les MMS, ce sont les gens qui les ont fait émerger. La messagerie instantanée, le pair à pair, les échanges de fichiers et de musique sur Internet, les portables, le mobile, son cher mobile qu'on a sur soi maintenant, et certains mobiles permettent de communiquer avec Internet. L'apparition de tous ces sites web qui sont comme des journaux personnels, son journal intime, un cyber-journal intime où les gens racontent leur vie sur Internet. Tous ces outils ont émergé par les usagers eux-mêmes. Je voudrais que vous reteniez cette notion importante. Ce n'est pas quelque chose qui a été... Bien sûr, les logiciels ont été mis à la disposition des gens, mais ce sont les gens, nous, qui ont fait émerger ces applications qui constituent les applications les plus utilisées de l'Internet d'aujourd'hui. Et nous verrons que cet Internet du futur, qui est en train de naître sous nos yeux, et je vais vous en donner des exemples, va avoir d'autres avantages encore, et des inconvénients, c'est toujours lié, avantages, inconvénients, mais d'autres avantages comme la visioconférence dont on nous parle depuis tellement d'années et qui devient possible, comme la traduction automatique en temps réel, et des étiquettes permettant de suivre de manière personnalisée des objets, des idées, des sites web, des gens sur Internet, avec les avantages et toujours les inconvénients que cela peut représenter. Donc voilà déjà un peu le décor planté sur l'Internet d'aujourd'hui et les embryons d'Internet du futur. Regardons un peu les fameuses technologies Internet aujourd'hui et la naissance de ce que j'appelle le MobileNet, c'est-à-dire l'Internet mobile, qui permet d'accéder à sa messagerie électronique, de regarder de la télévision, de regarder les nouvelles, d'envoyer des photos par son téléphone portable qui de plus en plus devient un PC individuel, portable, mais connecté en haut débit à l'Internet. Donc essayons de regarder ceci à partir d'un certain nombre d'exemples. J'en ai choisi pour vous 5 exemples et je vais les décrire chacun d'entre eux pour vous montrer à la fois les enjeux, les avantages, mais aussi les craintes que ces outils nouveaux vont de plus en plus représenter sur Internet. Le premier exemple, c'est celui de la révolution de ce que l'on appelle la Wi-Fi, la Wireless Fidelity ou le WiMAX, qui permet d'envoyer le signal Internet en haut débit. Pour ceux qui connaissent les mesures du haut débit, c'est 10 mégabits théoriques, 10 millions de bits par seconde,
grâce à un émetteur que l'on place chez soi ou dans son bureau, qui est connecté à l'ADSL ou au câble, nous, à Paris par exemple, et ensuite, par cette antenne, il va envoyer sur des cartes qui sont soit insérées dans l'ordinateur, soit en permanence dedans, l'information sans fil. Et donc, l'ordinateur est connecté à l'Internet sans fil, soit au domicile, soit dans ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des endroits comme des aéroports, des hôpitaux, des universités, la Cité des Sciences, où parce qu'il y a une densité importante de personnes, on peut se connecter sans fil. Donc ça, c'est une révolution très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce que c'est une révolution, elle est gratuite. On peut se connecter en Wi-Fi, une fois qu'on a une connexion Internet, où on veut. Et si quelqu'un habite en face de chez vous et que vous n'avez pas mis une sécurité sur votre serveur, eh bien cette personne peut rentrer grâce à vous sur Internet. Bien sûr, pas sur votre ordinateur, heureusement, mais sur Internet. Donc c'est une vraie révolution, puisque de plus en plus, la Wi-Fi va permettre de faire passer le téléphone sans fil. Et se téléphoner en Wi-Fi, je vais vous en dire dans un instant ce que ça représente comme enjeu. Le deuxième exemple de l'Internet du futur, c'est qu'il va s'appuyer de plus en plus sur ce qu'on appelle la géolocalisation, avec le GPS, mais maintenant Galileo, vous l'avez vu à la télévision, puisque l'Europe lance son propre satellite de positionnement, et avec des positionnements qui vont de 5 mètres, 20 mètres, 120 mètres, 1 mètre, 10 centimètres, des positionnements à l'intérieur des bâtiments, ce qu'on appelle IPS, Internal Positioning System, qui permettra de s'orienter dans les bâtiments, comme on s'oriente aujourd'hui dans les rues des villes avec le GPS de son automobile, si on en a un. Nous sommes en train de travailler à la Cité des Sciences sur un système de navigation qu'on appelle le navigateur et qui permettra aux visiteurs, à vous, quand vous reviendrez chez nous dans quelques années, d'avoir à la main un écran vous permettant de vous orienter vers l'exposition de votre choix, de rentrer en contact avec d'autres personnes qui ont des affinités proches des vôtres à la Cité des Sciences grâce à la localisation de ceux qui ont souhaité être localisés. Je dis bien de ceux qui ont souhaité être localisés. Le troisième exemple, c'est évidemment celui de ces hybrides que j'appelle les terminaux multimédia multifonctions. Voilà, ce sont des hybrides qu'on appelle encore un téléphone. Mais comme vous le voyez là, ça ne fait pas que téléphoner. Ça permet d'écouter de la musique, d'enregistrer. Même certains sont dotés d'un mini-téléviseur. Il y a toute une série de connexions, de fonctions, messagerie, visiophonie, son. Et bien entendu, ce qu'on appelle les photophones ou camphones, dont on a cru au début que ça servirait à rien. Et progressivement, on s'aperçoit que par l'intermédiaire d'Internet, grâce au haut débit, on peut s'envoyer des informations professionnelles ou pour ses loisirs. On peut mettre ses photos personnelles ou professionnelles sur des sites web qui se sont développés grâce aux photos des gens. Donc encore une fois, vous allez voir, on arrive vers ce que j'appelle les médias des masses, et pas seulement les masses médias, ceux dans lesquels chacun participe à une création de contenu sur l'Internet du futur, grâce à ces outils hybrides qui sont, comment on pourrait l'appeler, des unités com, plutôt que des mobiles ou des portables, mais qui sont ces outils étonnants. Voilà, en voilà un qui a la télé, qui fait des photos, enfin vous avez tous plus ou moins ça. Alors la grande bataille, c'est de dire, tu as combien de pixels? Moi, c'est 2,5 millions de pixels. Bon. Je ne sais pas si ça sert à beaucoup de choses, mais enfin, c'est comme les sonneries téléphoniques, chacun a sa sonnerie différente, il faut personnaliser ce machin-là. Bon, en tout cas, retenez de ce que je dis, c'est que c'est probablement l'ordinateur du futur. Le PC restera, pour ses usages personnels et professionnels, mais de plus en plus, on va voir apparaître ces PC du futur, ces outils hybrides communiquant par Internet et permettant d'échanger de l'information entre eux au niveau des usagers et des citoyens. Mais j'entends tout de suite votre question, je l'entends. Je l'entends très bien, elle monte de la salle. Votre question, c'est non, moi j'y crois pas, ça ne peut pas être un PC, le clavier est trop petit, l'écran est minuscule. Comment voulez-vous qu'on puisse travailler avec un clavier aussi petit, un écran aussi ridicule? Il faut un cure-dent pour taper sur le clavier. Et puis d'abord, c'est dangereux, il ne faut pas mettre ça contre sa tête. Vous avez raison. Donc, qu'est-ce qui va arriver qui va nous permettre de transformer ça en PC du futur? Eh bien, ce qu'on appelle les fonctions déportées. Qu'est-ce que des fonctions déportées? C'est lire, écrire, écouter, parler, bien entendu, grâce à des outils qui ne sont plus sur un seul élément, microphone, écran, clavier, mais dont l'outil reste dans la poche, et par des techniques sans fil, dont la plus connue est Bluetooth. Dans les questions, on aura une demi-heure de... Moi, je parle 1 heure. 7h30, je m'arrête pile.
Et on a une demi-heure de questions pour ceux qui veulent rester. Vous me demanderez d'où vient le nom de Bluetooth, hein, si quelqu'un s'en souvient, parce que c'est quand même assez marrant. Donc Bluetooth, ça permet de communiquer avec l'ordinateur qui est dans votre poche ou dans votre sac, ou posé sur une table, mais de vous renvoyer sur un écran, soit un écran de lunettes, un écran qui flotte devant vos yeux d'1 mètre sur 1 mètre, soit sur un petit écran qui a la taille d'une carte postale que vous dépliez, vous posez devant vous. Pour écrire, on peut écrire grâce à des stylos spéciaux qui comportent une petite caméra de télévision qui voit sur le papier sur lequel vous écrivez une série de points, je vais vous le montrer, et ces points qui sont traversés par vos propres lignes, votre stylo sait si c'est un A que vous êtes en train de tracer, un B, un C ou un D, et ensuite cette information stockée dans le stylo est envoyée sur votre ordinateur et écrite en Word, le logiciel de traitement de texte que tout le monde connaît, sur votre ordinateur. Donc on peut écrire sur un calepin papier et transférer cette information dans son ordinateur. Les écouteurs seront de plus en plus petits. Les constructeurs travaillent sur des boucles d'oreilles, hommes et femmes, pour pouvoir ne pas perdre son écouteur si on bouge la tête pour écouter. Et des écrans souples, comme cela. Ça, c'est Sony qui le fait. Vous avez un stylo, vous tirez sur une petite tirette et sort un écran mou, qui est comme l'écran de cet ordinateur, mais sur une feuille souple, qu'on appelle des OLED, Organic Light Emitting Diodes. Donc voilà un petit panorama de ce qui nous attend. Alors vous allez me dire, on se pose toujours la question, pourquoi faire? On a déjà trop de trucs, c'est compliqué. Mais ça arrive. Les fonctions déportées vont être l'utilisation du PC que devient notre petit ordinateur personnel qu'on balade partout avec nous, qui est le téléphone. Voilà le stylo Anoto Logitech. Le papier est français, il s'appelle Hamelin. Donc chaque fois que votre stylo traverse des petits points, il sait si c'est un A, un B ou un C que vous avez fait, et par un émetteur Bluetooth qui se trouve à la base, à la sortie du stylo, il va émettre cette écriture manuscrite, écrite sur papier, sur votre ordinateur. En voilà un autre modèle, ça s'appelle le Digital Pen, qui fait exactement la même chose. Vous avez ici un petit clip que vous mettez sur votre bloc-notes, et lui, il enregistre les mouvements de votre stylo, c'est un peu différent comme système, et ces mouvements du stylo sont inscrits sur un écran numérique et transférés sur un tableau à distance ou sur votre ordinateur. Donc voilà, on n'a plus besoin de taper. On peut aussi parler. J'utilise moi beaucoup un logiciel de dictée automatique qui s'appelle Dragon Dictate, pour ceux que ça intéresse. Il y en a un autre qui s'appelle Via Voice de chez IBM. Je parle avec un microphone et un casque sans fil en baladant dans mon bureau et je parle et mon ordinateur écrit directement en Word sur l'écran. Donc voilà des technologies qui sont déjà là et qui vont être de plus en plus répandues dans l'Internet de demain. Alors je vais vous faire une petite démo, qui va durer 5 minutes à peu près, où nous allons regarder un peu comment cet Internet du futur est en train de naître grâce à la convergence de 3 choses, la géolocalisation, repérer les gens, le multimédia et le haut débit. Donc c'est en anglais, mais je vais vous traduire au fur et à mesure. Et vous allez voir ici une jeune personne qui communique avec ses copines grâce à son téléphone écran qu'elle a au poignet. Vous voyez ici, elle a un très joli bracelet et en même temps, elle a un petit écran, vous voyez, souple, qui existe déjà, que j'ai vu. Et là, elle se connecte et sa copine lui parle. Hello Lisa, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, on est de sortie. Viens avec nous. Viens nous retrouver. Bon, ça c'est facile à dire, viens nous retrouver. Mais où sont-elles? Où sont les copines? Alors les copines, elles sont dans Londres quelque part, dans la foule. Et ici, grâce à la localisation GPS, eh bien, on va pouvoir... Elles ont un petit écran dans la main, qui est un écran souple dont je vous parlais tout à l'heure, une carte de Londres. Et là, il y a Michael qui va s'identifier immédiatement, il va se connecter à eux. Voilà, ils reçoivent un message de Michael. Et Michael leur parle. Hi girls, I'm down the road at Bob. Hello les filles, qu'est-ce que vous faites? Venez, il y a une super boîte de nuit là. Join us, it's rocking. Il y a une musique formidable, venez, surtout venez. Bon. Alors, si elles veulent savoir où sont les autres copines, Caroline par exemple, vous voyez un petit écran de pub qui passe. Caroline où elle est, hop, voilà, Caroline elle est là. Elle a accepté évidemment d'être repérée, Caroline. Autrement, vie privée, bonjour. Hein. Roger, où est Roger? Voilà. Donc, voilà, un deuxième exemple, je vais vous montrer. Ici, c'est quelqu'un qui travaille dans un musée, comme à la Cité des Sciences, et qui va communiquer. Alors, vous allez voir, c'est en plusieurs langues. Hein. Ça doit être, ça va être en allemand, je crois. Alors, voilà une personne qui a dans les mains un écran transparent que vous ne voyez pas. C'est le journal du futur. Notre journal sera sans doute comme ça, dans une dizaine d'années. Voilà, vous voyez, elle a un écran transparent. Et là, elle se connecte
et cet écran transparent se connecte par un réseau autour avec un monsieur en allemand qui dit qu'il est trop malade pour faire sa téléconférence, il tousse. Il n'est pas en forme. Donc il va retransférer l'appel vers d'autres personnes qui vont pouvoir communiquer avec cette dame, ici, et qui sont dans un musée comme la Cité des Sciences, où ils vont pouvoir étudier des pièces d'art à plusieurs. Voilà, ici, cette personne va... Devant elle, vous voyez, ici, un petit tréteau transparent qui va se connecter aux personnes vers lesquelles le monsieur qui était malade les a renvoyées. Et là, vous allez voir, l'écran va se diviser en deux. Nous, on utilise déjà pas mal ça pour faire des visioconférences gratuites à l'échelle mondiale en utilisant un logiciel qui s'appelle Skype. skype.com, Skype. Si vous téléchargez ce logiciel avec une webcam, vous pouvez voir vos correspondants et gratuitement à l'échelle du monde. Alors, autre exemple de l'Internet du futur, c'est être en contact avec ses enfants ou ses parents en permanence. Alors ici, vous allez voir ce jeune garçon, lui, il est poursuivi par sa maman, il est italien. Alors, il y a son bracelet. Et sa maman va lui dire de ne pas oublier son 4 heures, je crois, d'ailleurs, en italien. Mais surtout, ce que vous allez voir qui est assez drôle, elle lui dit de ne pas oublier son petit... Pour ceux qui comprennent l'italien. Et là, vous allez le voir, il est maintenant rentré à la maison. Mais ça, c'est pas très sympa parce que tout le monde fait des tas de trucs. Et les gens participent à leur photo de la semaine ou en train de dîner. Et lui, il a des lunettes. Vous voyez, il a des lunettes spéciales. Et il regarde un match de foot grâce à l'Internet du futur, qui lui permet de faire flotter devant ses yeux un écran. Vous voyez, voilà, c'est ce qu'il voit. Il voit ça. Donc il voit le match sur ses lunettes, avec un écran qui flotte devant ses yeux, qui est donc transmis par Internet sans fil, comme je vous l'ai expliqué. Et il peut regarder des statistiques. Vous voyez, par exemple, il peut avoir de l'information sur les joueurs. Vous voyez, sur chaque joueur, le nombre de buts qu'ils ont mis, etc. Voilà. Enfin, je vais terminer par une dernière application, qui est... celle de la santé, pour la santé. Vous voyez ici, par exemple, cette personne qui a, comme vous allez voir, un certain poids, est suivie de très près par des médecins qui lui permettent de savoir, selon ses fonctions personnelles, il porte un gilet spécial et des fonctions de son corps sont transmises à un centre médical auquel il est abonné et qui lui permet de faire son exercice suivi par des professionnels. Là, il va avoir un contact avec ça, c'est en suédois maintenant. Oui, on est vraiment dans... Hej och välkommen till New Beginnings hälsocenter. Jag är Gabby, din personliga... Alors elle va lui dire qu'il faut qu'il aille faire son vélo. Et là, il a un vélo spécial, évidemment, avec un écran, comme vous allez le voir. Voilà, il a un écran qui va lui donner les différents paramètres de son corps. Elle va lui donner, l'entraînement de la journée. Mais comme elle connaît les paramètres de son battement cardiaque, de sa tension artérielle, on peut adapter son entraînement à la situation de ce monsieur et aux efforts qu'il doit faire, aux calories qu'il va manger, etc. Donc, je vous passe sur les détails. Charmante professeure, d'ailleurs. Voilà, croyez-moi sur parole. Il va ensuite s'entraîner et ses paramètres cardiaques vont être mesurés au fur et à mesure qu'il s'entraîne. Et comme ça, pendant la semaine, pendant le mois, les médecins peuvent suivre ses progrès ou au contraire lui dire de faire attention à l'alimentation ou à d'autres choses. Donc voilà des exemples, les 5 exemples que je voulais vous donner. L'Internet mobile, les outils de communication à haut débit, les systèmes de communication personnalisés qui ont pu vous donner un peu une petite idée de ce MobileNet de demain. Regardons maintenant les services qui sont en train de naître dans cet Internet de demain. Et une des bases de ces services, c'est la mutualisation de réseaux d'ordinateurs sur l'Internet, les fameux moteurs de recherche et les nouveaux services conduisant notamment à l'éducation, qu'on appelle aussi la e-éducation. Regardons ces exemples un par un. Là, j'en ai sélectionné aussi 5 pour vous. Premier exemple, c'est les ordinateurs en réseau, en grille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce à Internet, à haut débit, on peut connecter des ordinateurs entre eux, situés à des endroits très différents. En France, fait partie d'un grand réseau international, en Suisse, en Italie. Les ordinateurs qui ne travaillent pas tout le temps donnent une partie de leur temps à l'exécution d'un certain nombre de tâches mutualisées avec d'autres ordinateurs. Et la puissance de calcul est telle que l'on peut faire ce qu'on n'avait jamais réussi à faire avant, des simulations, des calculs,
de la génomique, la recherche sur des gènes, de la météo, évidemment ça intéresse beaucoup les militaires, et les jeux qu'on appelle MMOG, ce nom bizarre veut dire Massive Multi-User Online Games, c'est-à-dire des jeux où des gens, sous forme d'avatar, se voient à l'échelle internationale, 10 000, 15 000, 100 000, 150 000 joueurs participent à des jeux en ligne grâce à ces ordinateurs en grille. Moi, personnellement, je préférerais qu'ils participent à de l'éducation qu'à des jeux parfois stupides. Mais enfin, la base est là pour que dans quelques années, ces ordinateurs en réseau puissent être utilisés pour faire de l'éducation et pas seulement du jeu. Deuxième exemple, ce sont ces fameux moteurs de recherche dont vous avez tous entendu parler, Google, Ask Jeeves ou Yahoo. Ces moteurs de recherche, pour ceux qui ne les connaissent pas, consistent à des ordinateurs en parallèle, en réseau, qui grâce à des mots-clés qui sont tapés, par exemple ici Cité des sciences, va vous sortir toute une liste de sites cliquables, en bleu ça veut dire qu'ils sont cliquables, et qui va vous permettre d'avoir de l'information sur toute une série de domaines. Qu'est-ce qui va se passer dans l'Internet du futur, c'est-à-dire dans les 5, 10, 15 prochaines années? C'est l'émergence de ce qu'on appelle le web sémantique. Qu'est-ce que c'est que le web sémantique? C'est un web, si vous permettez cette expression, intuitif. Au lieu de vous donner, quand vous tapez un mot-clé, un site où il faut aller voir si c'est bien ou si c'est pas bien, le web intuitif va faire des relations entre vos phrases, des relations entre ce que vous allez chercher avant, des relations entre ce que vous avez mémorisé sur votre ordinateur avec votre accord, de manière à ce qu'il y ait plus de contextualisation pour vous aider dans vos recherches. Et ça va changer complètement notre travail de recherche. Déjà, nous, chercheurs, on utilise beaucoup des moteurs, mais les moteurs de recherche du web intuitif vont conduire à toute une série de nouveaux services, ce qu'on appelle aussi les web services, les services du web. Deuxième exemple. Troisième exemple de l'Internet du futur, ce sont les services de mutualisation entre usagers qui vont se développer. Ça a commencé avec le téléchargement de musique sur Internet. 62 millions de jeunes ont téléchargé, grâce à un logiciel qui s'appelle Napster et Gnutella, de la musique stockée sur les ordinateurs d'autres usagers, leur laissant la possibilité d'accéder à leur ordinateur pour télécharger la musique des Beatles ou de rockstars, ce que vous voulez, avec les problèmes que ça pose sur les droits d'auteur, dont nous reparlerons bien entendu. Et ce téléchargement de musique commence maintenant avec la vidéo. Permet le téléphone en P2P. Skype, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a été créé par les deux inventeurs de Kazaa, qui était un des grands logiciels de partage de musique sur Internet, un Suédois qui s'appelle Sundström et son copain qui s'appelle Freeze. Ils se sont dit, si ça marche tellement bien pour la musique, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour le téléphone? Et ils ont inventé Skype, qui permet par les relais d'ordinateur d'améliorer le son, ce qui fait que le son est d'excellente qualité et que le téléphone est gratuit, et qu'on a le droit de le faire. Autant on n'a pas le droit légal de télécharger de la musique pour la revendre, puisqu'on est en infraction des droits de propriété intellectuelle, autant on a le droit de se parler. Et tout le monde peut se téléphoner. Alors ça ne fait pas très plaisir évidemment aux grands opérateurs de téléphone, mais ils sont tous en train de chercher des moyens de donner du service gratuit en faisant payer de la valeur ajoutée. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Donc, mutualisation de services, musique, expertise, troc, vente, livres, TV. De plus en plus, vous allez voir ce modèle se développer sur l'Internet du futur. Quatrième exemple, c'est celui des consommateurs. Les consommateurs, jusqu'à présent, étaient des gens considérés comme passifs, qu'on ne connaissait pas, dans une optique allant de l'offre vers la demande. On offrait des produits et des services, les entreprises faisaient des études de marché, de la publicité, elles avaient des réseaux de distribution, et puis on touchait le consommateur qui achetait son produit à un comptoir et qui s'en allait avec. On ne le connaissait pas. Avec Internet, d'abord avec le Minitel. Maintenant, avec Internet, tout change. Parce que les consommateurs envoient de l'information en permanence grâce à Internet. Parce qu'ils veulent de la valeur ajoutée personnalisée. Et donc, on les connaît. Et comme on les connaît, la relation change. On n'est plus dans une relation de producteur-consommateur. On rentre dans une relation de prestataire-usager sous forme d'un contrat où les entreprises ont réalisé qu'elles gagnaient plus d'argent à vendre des mises à jour à des gens qu'elles connaissent qu'à vendre des produits avec une marge X à des gens qu'elles ne connaissent pas et qui s'en vont dans la nature avec leur machine à laver, leur téléphone ou leur voiture.
Donc tout le nouveau commerce d'Internet, le e-commerce moderne, interactif, c'est de jouer de l'interaction entre les consommateurs et les producteurs pour personnaliser la demande et ainsi toucher les gens dans ce qu'ils veulent et dans ce qu'ils souhaitent. Enfin, le 5e exemple, c'est notre grand espoir à tous, enfin moi c'est le mien dans les années à venir et à la Cité des Sciences, c'est évidemment les technologies d'apprentissage, ce qu'on appelle la e-éducation. Alors ce schéma peut vous paraître compliqué, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. C'est une matrice en fait très simple. J'ai mis en haut les technologies complexes, le satellite. En bas, les technologies simples, le livre. À droite, les apprenants isolés, tout seuls, à leur rythme, chez eux ou dans des écoles. Et là, les apprenants ensemble, nous. On est synchrone en ce moment. Moi, je suis là, vous êtes là, on a un temps donné, après on s'en va. Ça, c'est nous. Donc, on peut soit appliquer les technologies complexes à beaucoup de monde, c'est le satellite. Soit des technologies complexes à quelques personnes, c'est l'enseignement assisté personnel par ordinateur. Soit de tutorat, un prof pour une personne. Soit un cours, un prof, plusieurs personnes. Soit entre les deux, des systèmes d'évaluation, des vidéoconférences. Mais au centre de ça, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Internet et intranet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et de plus en plus demain, dans les 10 ans à venir, on aura dans les entreprises et pour les particuliers la possibilité, avec des tuteurs, avec des médiateurs, avec des professeurs médiateurs, de choisir, grâce à Internet et à intranet, les modules éducatifs correspondant le mieux au programme que l'on souhaite suivre. Une sorte d'éducation à la carte. Les modèles économiques sont à discuter encore, bien entendu. Les systèmes d'évaluation aussi. La reconnaissance officielle par les pays de cette éducation-là est aussi à reconnaître. Mais croyez-moi, et je ne suis pas le seul à le dire, et ce n'est pas de la prospective de Joël de René, c'est de la prospective globale de tous ceux qui s'occupent de ce grand secteur de l'éducation, l'Internet de 2020 aura comme grande application, peut-être une de ses plus grandes applications, les systèmes éducatifs et d'apprentissage. Donc attendez-vous à ce que dans les 10 prochaines années, grâce aux technologies dont je vous ai parlé, multimédia, sans fil, haut débit, personnalisation, l'éducation soit un des grands secteurs de demain. 4e grand secteur dont je voulais vous parler, de l'Internet du futur, c'est ce qu'on appelle de plus en plus l'Internet des objets. Et à Tunis, si vous avez lu la presse, vous avez su, bien entendu, qu'il y a un mois, il y a eu le grand rassemblement mondial de la société de l'information, à Tunis. Et on a beaucoup parlé de l'Internet des objets. Internet of Things, l'Internet des choses. Et vous allez voir pourquoi on en a beaucoup parlé. Parce qu'il constitue un danger potentiel immense. Je vais vous expliquer comment. D'abord, je vous explique ce que c'est que l'Internet des objets. Et là aussi, des exemples précis avec quelques diapos. J'ai choisi, encore une fois, 6 exemples. Premier exemple, des objets familiers, des clés, des parapluies, votre téléphone portable, votre sac, seront dotés de puces électroniques qu'on appelle RFID, Radio Frequency Identification. C'est-à-dire des petites puces qui peuvent émettre et recevoir par radio. Donc, à distance d'une balise, proche d'un PDA, d'un petit appareil qu'on porte dans la main, ou même d'un téléphone portable, en les interrogeant, la puce répond et vous dit « Coucou, je suis là ». Qui n'a pas perdu sa voiture dans des parkings? Alors on a beau appuyer sur son plip pour voir si la petite lumière s'allume, mais si la voiture est à 200 mètres, bonjour. Tandis qu'avec ces appareils-là, vous aurez dans votre trousseau de clés une sorte de petite boussole avec une aiguille qui vous dit « Allez par là, votre voiture ». Donc vous y allez, et puis dès que vous approchez de votre voiture, elle vous dit « Coucou, c'est moi », elle allume ses phares, elle fait un petit bruit. Donc les objets vont communiquer de plus en plus avec nous. J'ai perdu mon sac, où est-il? Mon téléphone portable, je fais le numéro du sac, on envoie un SMS à son sac, et votre sac dit « Pip, 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 pip ». Ah, chut, il est caché sous le canapé, bon, etc. Donc les objets vont commencer à communiquer avec nous. Deuxième exemple de l'Internet du futur, c'est de plus en plus de biométrie. Alors, allez voir à la Cité des Sciences notre belle exposition sur la biométrie qui va durer jusqu'au printemps prochain, même un peu plus, jusqu'à l'été, qui consiste à mesurer l'empreinte digitale, mais ça c'est connu depuis longtemps, mais aussi l'iris, en regardant dans un petit appareil, et de plus en plus la voix et un certain nombre de signes, comme le dessus de la main, l'oreille, qui sont des signes biométriques facilement reconnaissables. À quoi ça sert? À beaucoup de choses. D'abord à la sécurité. Ça sert à ce que quand vous vous connectez à votre ordinateur, au lieu de taper des mots de passe interminables,
avec tous les codes que l'on doit se garder dans sa tête, du digicode de sa maison à sa carte de crédit, eh bien là, on a la possibilité, maintenant, il y a un appareil qui a une prise USB qu'on met dans son ordinateur. Chaque fois qu'on tape un code, on met son empreinte, on prend son empreinte, et après, vous n'avez plus à taper votre code. Il suffit, quand vous êtes devant ce site, de mettre votre pouce, et automatiquement, la mémoire de votre petite boîte ressort le code qu'il faut. Donc, sécurité, personnalisation, rentrer dans un environnement, et ça, ce sera ma conférence, la dernière du 24 janvier, beaucoup plus en détail. Vous rentrez dans un environnement, vous êtes reconnu en tant que personne, et reconnu en tant que personne, l'environnement va s'adapter à vous. La température de la pièce, je ne sais pas, la musique si vous voulez, le dernier logiciel sur lequel vous avez travaillé va être placé sur votre ordinateur, donc vous êtes reconnu. Donc, sécurité, identification, transaction. Les avantages de la biométrie pour l'Internet du futur. Interobjets, eh bien voilà, des espèces de... Vous savez, on a beaucoup parlé des périphériques, eh bien moi j'appelle ça des téléphériques. Ça n'a rien à voir avec les machins à la montagne, mais c'est un jeu de mots que je fais. Les téléphériques, ce sont des objets portables que l'on met dans un ordinateur, et puis on part avec de l'information, et on le met dans un autre ordinateur, avec des quantités d'applications. Certains de ces clés USB contiennent un ordinateur, c'est-à-dire que quand vous le mettez sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, et vous arrivez avec cette clé, vous la mettez, et l'ordinateur anonyme devient votre ordinateur. Il est booté, comme on dit dans le jargon des informaticiens. Il est bootable. Et ensuite, quand vous retirez votre clé, il y a un système de sécurité qui va aller détruire tous vos fichiers jusqu'à la racine, et vous repartez, si c'est dans un aéroport ou un supermarché, avec votre clé USB contenant votre ordinateur. Donc, de plus en plus, retenez que pour l'Internet du futur, on n'aura pas toujours son ordinateur ou son PC portable avec soi, mais des clés USB sur des trousseaux de clés, permettant d'avoir son ordinateur dans ses clés USB pour pouvoir l'utiliser aux différents endroits où on se trouve. Et ça, c'est une véritable révolution pour ceux qui les ont utilisés dans ces dernières années. Le quatrième exemple de l'Internet des objets, ben là, il est résumé ici, c'est que de plus en plus, il y aura des capteurs intelligents pour permettre, si vous voulez, de mesurer la température des bâtiments et économiser l'énergie. Des capteurs pour détecter des personnes qui sont en train de faire une intrusion dans un entrepôt ou dans une usine, prendre des photographies ou des petits films. Vous envoyez automatiquement un email pour vous prévenir que quelque chose s'est passé et qu'il y a une intrusion à l'endroit où vous souhaitez surveiller. Nokia est en train de sortir un téléphone qui s'appelle, on appelle ça M2M, Machine to Machine, M de M, qui permet à distance d'envoyer des instructions à des machines, par exemple un chauffage. J'explique. Votre chauffage a sur son déclencheur, son interrupteur, un téléphone. Mais ce n'est pas un téléphone comme les nôtres. Il n'y a pas de cadran, il n'y a pas de clavier. C'est une puce qui contient tout d'un téléphone, mais ce n'est pas un téléphone humain, c'est un téléphone de machine. Donc vous collez ça, votre installateur le colle sur votre chaudière. Vous allez à la campagne, vous voulez aller à la campagne, il fait très froid. 3 jours avant, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre téléphone portable, vous regardez dans votre litre SMS vos amis, machin, etc. Chaudière. Pof, vous appuyez chaudière et votre téléphone envoie un SMS à la chaudière. Ce SMS est reçu par le téléphone de la chaudière. Et la chaudière regarde si elle peut s'allumer ou pas, mais elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas été maintenue depuis 6 mois. Alors elle vous renvoie un SMS en disant « Je ne peux pas démarrer parce que je ne suis pas maintenu. Voulez-vous que j'appelle le réparateur ?» Vous dites « Oui ». À ce moment-là, la chaudière appelle le réparateur puisqu'elle a le numéro de téléphone portable du réparateur, avec un message enregistré ou un SMS en disant « Je ne peux pas marcher, je n'ai pas été maintenu depuis 6 mois. Pouvez-vous venir, s'il vous plaît, réparer la chaudière pour que mon patron puisse allumer sa maison de week-end ?» Voilà ce qu'on appelle le langage M2M, machine to machine. Et de plus en plus, vous aurez des réseaux de capteurs sur Internet. Alors, je vous dis les avantages, maintenant je vous dis les inconvénients. D'abord, il faut comprendre que l'Internet du futur va être une pyramide. Dans cette pyramide, il y aura en haut des humains. 1 milliard d'humains à la fin de 2006. 1 milliard d'humains connectés. La Chine s'accroît à une vitesse incroyable. 1 milliard d'humains connectés. En 2010, on sera probablement 3,5 milliards d'humains connectés en se parlant par image humaine. En dessous de ce milliard, disons 2 milliards pour simplifier. En dessous de ce milliard, retenez 20 milliards de sites web communiquant les uns avec les autres en permanence sans passer par les humains. Des sites. Et en dessous de la pyramide, 200 milliards d'objets dans les murs, dans les poignées de porte, dans les robinets, dans les voitures, qui auront tous leur site web. Tous auront leur site web, mais pas un site web marrant où vous allez aller, vous regardez qu'est-ce qu'il y a. Ce n'est pas des sites humains, c'est des sites de machines et vous ne pouvez même pas y accéder. Sauf que, et voilà le risque, pour les humains,
Les sites Internet s'appellent des DNS, Domain Name Server. Tout le monde a son DNS. À la Cité des Sciences, c'est IP. Notre numéro IP, c'est 192.296. quelque chose. Ça s'appelle un DNS. C'est réglementé à l'échelle mondiale par une société qui s'appelle ICANN, qui est aux États-Unis. Ça a été une grande discussion à Tunis. Ce sont les fameux domaines en .com, .eu, .net, .org, etc. Les objets ont aussi leur site avec leur nom de domaine. Ça ne s'appelle pas le DNS, ça s'appelle le ONS, Object Name System. Sauf que personne ne le contrôle. Il n'y a aucun contrôle des Object Name Systems. Aucun contrôle aujourd'hui des Object Name Systems. Ça veut dire qu'un ordinateur puissant est capable d'écouter ce que se disent les objets. Par exemple, les gens qui tapent des digicodes pour entrer dans un bureau. Les ordinateurs espions, je ne vous dis pas de qui ils pourraient être, sont parfaitement capables de savoir qui est rentré, à quel moment il est sorti, pourquoi faire. Il n'y a aucun contrôle sur les ONS. Donc l'Internet des objets a fait l'objet, c'est le cas de le dire, de discussions passionnées à Tunis, mais personne n'a encore vraiment la réponse de comment on va contrôler cet Internet des objets, Internet of Things. Donc je tenais à vous le rappeler, c'est très important. Mes deux derniers exemples sont les suivants. Tout le monde a essayé d'envoyer des photos entre son téléphone portable et son ordinateur. Il faut soit un câble USB, soit passer en infrarouge, soit par Bluetooth. Avant ça, mettre un CD pour qu'on ait les pilotes, comme on les appelle, les fameux pilotes de son ordinateur. Eh bien là, avec cette technologie qui est développée par tous ces grands constructeurs, vous pouvez approcher votre téléphone de votre ordinateur et la photo saute automatiquement d'une certaine distance du téléphone vers l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle la Near Field Communication. Deuxième exemple, ce sont des sortes de codes barres, comme ceci, qui sont ronds. Et ces codes barres sont lus par le camphone de votre téléphone. Imaginez, vous avez une affiche de la Cité des Sciences dans le métro, ça vous intéresse, il y a quelque chose qui vous dit nouvelle séance à la Géode très passionnante, vous dites je veux plus d'informations, prenez votre téléphone portable, vous prenez une photo de ce petit code barre, à ce moment-là vous voyez apparaître Cité des Sciences, bonjour je vous ai reconnu, et la Cité des Sciences vous envoie un SMS pour vous donner les horaires exacts du film de la Géode. Ça s'appelle Spot Code et c'est déjà de plus en plus utilisé, notamment pour les bus, pour savoir où est le bus, s'il est en retard, quand vous êtes sous la station. Vous prenez simplement le Spot Code de votre station de bus et vous envoyez un SMS à l'opérateur des autobus. Alors, nous approchons maintenant d'un sujet qui est pour moi absolument passionnant de l'Internet du futur et je voudrais passer quelques minutes dessus, qui est la montée de ce que j'appelle les médias des masses. Alors beaucoup d'entre vous ont entendu parler des logiciels libres, comme Linux, collaboratifs, gratuits au départ, des blogs, des wikis peut-être, du podcasting, de tous ces mots bizarres. Eh bien, je vais essayer de vous les expliquer pour vous en montrer les enjeux. Essayons de bien comprendre ce qui est en train de se passer, et là, vous allez avoir une vision de l'Internet de demain. C'est que depuis un demi-siècle, à peu près, nous vivons dans l'ère des masses médias, qui sont 5. L'édition, le son, la radio, la télé, le téléphone, les grands téléopérateurs, SFR, Orange, etc. et la publicité. On vit là-dedans. On est inondé de tout ça. C'est de l'information descendante, du haut de la pyramide de quelques-uns vers nous, les usagers. On vit là-dedans depuis 50 ans. Les masses médias, eh bien les masses médias sont en train de changer. Il y a l'apparition des médias des masses. Ça, je les appelle des vectorialistes parce qu'ils vous forcent à passer par leurs vecteurs, les majors de la musique. Et ça, je les appelle les pro-am, comme au golf, parce qu'on est tous des amateurs professionnels, parce qu'on a des outils très puissants maintenant. Tous des outils très puissants. Dans mon prochain livre, qui sort le 18 janvier, je les appelle les infocapitalistes et les pronétaires. Pas les prolétaires, mais les pronétaires. Les gens qui sont sur le net pour et sur le net. Les pronétaires et les infocapitalistes, les détenteurs des contenus, les majors. Donc c'est les grands éditeurs, les majors de la musique, les stations de télévision, TF1, Canal+, les décodeurs, tout ce qu'ils vont faire payer. Et là, c'est pas du tout pareil, c'est des gens qui échangent l'information, ils font des émissions de radio personnelles, ils échangent de la télévision, de la musique, on parle sur Skype gratuitement, la publicité est complètement différente, elle est détournée, très ciblée. Donc voilà comment j'oppose dans ce tableau les médias des masses par rapport aux masses médias traditionnelles. Et les rapports de force sont en train de changer. Pourquoi? Eh bien, ils changent parce que les canaux de communication changent. Les canaux de communication, c'était ces deux-là qu'on connaissait. Ces deux-là. Un vers un, c'est le guichet, la sécurité sociale, les impôts. Vous êtes là, et en face, vous avez un préposé derrière son guichet. Vous lui expliquez votre problème, et ça prend du temps.
Parce que derrière, il y a une énorme machine administrative. Et là, il y a beaucoup de monde. Et puis, on a inventé un deuxième truc, qui n'est pas un vers un, mais un vers tous. C'est typiquement la télé. Là, vous avez quelques-uns, Patrick Lelay, de la TF1 et son équipe, qui décident en gros des programmes et des contenus des programmes, et d'envoyer des programmes vers des gens, ou plutôt envoyer des gens vers des annonceurs. La télévision, ce n'est pas d'envoyer des contenus vers des gens, c'est d'envoyer des gens à des annonceurs. C'est tout à fait différent. Enfin bon. Donc ça, c'est un vers tous. Et puis, on a inventé, grâce aux technologies dont je vous parle depuis maintenant une bonne demi-heure ou plus, le tous vers tous, qui sont les blogs, les journaux citoyens, et le tous vers un, qui sont la possibilité de beaucoup de communiquer vers quelques personnes avec des outils qui permettent d'analyser cette énorme information remontant d'Internet. Ça change tout. Et ça fait que, petit à petit, dans le temps, 98, 2005, 2006, 2009, 2010, on voit émerger, et ça c'est en nombre de personnes, le téléchargement de musique, l'apparition des blogs, le téléphone gratuit sur Skype, les journaux citoyens, la télévision en P2P, qui ne touche pas beaucoup de monde, mais qui va être un énorme marché interactif et transversal dans les années à venir, et peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation et les conseils. Donc voilà comment, progressivement, les médias des masses sont en train d'émerger. Maintenant, je vais vous les montrer. C'est quoi les médias des masses? Et pourquoi ils sont tellement importants pour l'Internet de 2016? Quelques exemples, encore une fois, 5 ou 6 exemples. Le premier, ce sont les wikis. Wiki, c'est un mot hawaïen qui veut dire vite. Wiki, wiki, vite, vite. C'est créé, depuis 2 ans, 3 ans, une encyclopédie collaborative mondiale gratuite, faite par des millions de personnes qui connaissent un sujet. Des profs, des écrivains, des mères de famille, des gens à la retraite, qui sont des spécialistes de la numismatique ou des algues de la mer Rouge. Et ces gens, en 37 langues, sont capables, dans le monde entier, de la Chine au Swahili, de créer des articles sur tous les sujets possibles de consultation. Il y a plus de 1 250 000 articles contre 75 000 sur l'Encyclopædia Britannica. Peut-être que vous avez lu récemment dans le journal Le Monde un très intéressant article disant qu'il y avait moins d'erreurs sur Wikipédia que sur certaines des grandes encyclopédies payantes. Deuxième grand exemple collaboratif, c'est l'explosion incroyable des blogs. Blog, c'est une contraction de weblog, c'est-à-dire des journaux que les gens créent grâce à des logiciels très simples qui permettent l'interactivité. La différence d'un blog par rapport à un site net classique, c'est que, premièrement, c'est très facile de mettre en ligne des idées, des articles, des liens. Deuxièmement, les gens font des commentaires et on peut répondre aux commentaires. Donc il y a une interactivité entre les usagers et ceux qui postent, comme on dit, c'est le terme consacré, des informations. Voilà, ici Loïc Lemeur, qui est le blogueur numéro 1 français, et son livre qui vient de sortir, qui s'appelle Blog pour les pros. Voilà notre blog, petite publicité au passage, de Jean-Louis Servan-Schreiber, François de Closet, Joël de Ronet, Dominique Simonet, de notre livre que nous avons sorti il y a 1 mois maintenant, Une vie en plus. Et on a un blog, et Bernard Kouchner, très aimablement, a écrit un article que nous avons publié sur notre blog. Si on clique ici, on a tous les commentaires des gens qui ont écrit. Donc il se crée entre les auteurs et les lecteurs un lien qui n'existait pas avant grâce au blog. Et ça va se poursuivre sur l'Internet du futur. Et les éditeurs, au début, nous ont dit « Mais non, ne sortez pas un blog sur votre livre, vous ne vous rendez pas compte ?» En plus, on voulait le sortir 15 jours avant la sortie du bouquin. Vous n'y pensez pas, vous allez couper l'herbe sous le pied des journalistes, vous allez mettre le sommaire, pourquoi vous l'avez écrit, surtout pas. Et ben, on l'a sorti 15 jours avant, on a tenu tête. Il y a un effet de rebondissement. Plus on parlait sur notre blog, plus les lecteurs venaient, plus les gens en parlaient, plus ça discutait, et plus finalement on vendait de bouquins en édition classique. Donc les blogs. Mais les blogs, ce qui est extraordinaire, ce mot est très bizarre, RSS feed, en français fil RSS. RSS veut dire Really Simple Syndication. C'est un logiciel gratuit, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur et il connecte les blogs entre eux. C'est-à-dire que vous abonnez à mon blog, par exemple, vous abonnez au blog de la Cité des Sciences, vous abonnez au blog de Sciences Actualité, et chaque fois que quelque chose change sur un blog, le RSS feed le sait et vous avertit en vous disant ça a changé. Alors vous allez me dire comment faire pour suivre tout ça. Et ça, c'est un vrai problème. Hein. Entre les emails et les blogs qui changent, on a un problème d'infopollution dont il faudra certainement qu'on parle et qu'on aborde le sujet dans les années à venir. Autre exemple, après les blogs, c'est la musique et les livres. iTunes permet de télécharger sur son iPod, son petit appareil qui permet d'écouter de la musique de très haute qualité, en payant très peu,
des musiques de très haute qualité. Donc l'idée géniale de iTunes, c'est de permettre aux gens, en payant peu, mais en ayant le droit de le faire, de télécharger de la musique et de l'écouter. Même chose pour les livres. Moi, je suis un fan, mais complet, mais je suis même accro à audible.com. Je vais sur Internet télécharger des bouquins. Il y en a 700 000 de tout, des romans policiers, des politiques, des livres philosophiques, des livres d'histoire, des livres d'explorateurs. Je les télécharge sur mon PC. Ensuite, je branche mon iPod dans la prise FireWire ou USB et je les écoute. J'écoute des livres lus par des acteurs professionnels. Sharon Stone, Robert Redford. Donc avec le ton, avec la voix. Et c'est passionnant, moi j'adore ça. Alors évidemment, je lis des bouquins papier. Mais quand vous êtes dans le train, dans l'avion, en train d'attendre dans un aéroport, chez le dentiste, chez le toubib ou en train de tondre votre gazon, vous pouvez écouter des livres. Et ça, c'est fabuleux. Et de plus en plus, ça va se développer dans l'Internet du futur. Autre exemple, ce sont les réseaux de mise en relation des personnes. Voilà des exemples. Friendster, Orkut, français, mythique, rôle international, extraordinaire, se rencontrer, se parler, s'échanger des idées par ces blogs, se retrouver. Et ça, c'est une des aspirations essentielles depuis toujours de l'humanité. Et ces systèmes de réseau nous permettent de le faire. Et puis surtout, et là, c'est les 3 exemples que je vais vous montrer, c'est que les citoyens, les gens participent maintenant à la création d'informations utiles à d'autres. Ils créent des contenus, ils créent des systèmes d'évaluation et ils créent des journaux en ligne. Regardons ça ensemble. D'abord, sur des sites comme Amazon, les lecteurs notent les livres. Si vous voulez acheter un nouveau bouquin, eh bien vous regardez le nombre d'étoiles que les autres lecteurs qui ont déjà lu le livre ont mis. Ben moi, je vous dis, je préfère avoir des étoiles représentant des milliers de lecteurs qu'un critique de livres, ou de cinéma ou de théâtre qui fait toujours sa même chronique et on sait très bien ce qu'il aime ou ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas dans le journal habituel. Donc c'est, si vous voulez, un système qui nous permet de mieux savoir ce que les gens pensent sur des sujets qui nous intéressent. Et là, on en arrive à la question, une des questions clés, c'est que quand on parle de l'Internet du futur, les gens disent « mais comment ça va vivre? Comment on va gagner de l'argent avec cet Internet du futur? Est-ce qu'il y a une nouvelle économie qui est en train de naître ?» Eh bien oui, c'est ce qu'on appelle d'un mauvais mot la nouvelle économie. Sachant que la nouvelle économie a explosé en 2000-2001 avec l'explosion de la bulle Internet qui était purement spéculative, avec ce que je suis en train de vous raconter, la participation des médias des masses, les gens qui créent du contenu sur Internet, il se crée une nouvelle économie. À partir de flux massifs d'usagers, la diversification des propositions, donc la personnalisation pour accrocher les gens. Quand le flux est important, on propose des services personnalisés à très bas prix, avec le principe que le bouche à oreille, qu'on appelle le buzz, devient une sorte de marketing permanent qui fait que l'idée de base, c'est qu'il vaut mieux gagner 10 cents d'euros sur 10 millions de personnes que 100 euros sur 1000 personnes, en dépensant beaucoup d'argent en investissement et en marketing, qui est le système du modèle économique classique. Donc comprenez-moi bien, j'ai d'ailleurs inventé une équation pour ça, c'est l'équation Joël de Ronet. Il y a l'équation d'Einstein, E égale MC2. Moi, j'ai inventé une équation très simple, qui est plus on crée du flux gratuit pour faire venir les gens sur son site, plus on personnalise les services que les gens veulent, ils sont très contents, ils en parlent à leurs copains, ça fait du buzz. Et ce buzz, c'est le marketing qui amplifie le système. Et l'équation, alors là, voilà, c'est flux plus buzz égale bise. Ça c'est la nouvelle économie. Et donc, la plupart des gens, je vais vous le démontrer, c'est que les nouveaux consommateurs, ayant tous ces outils que vous voyez défiler ici, les nouveaux mobiles dont j'ai parlé, les réseaux à haut débit, les nouveaux logiciels, les nouvelles communications téléphoniques gratuites, les réseaux de mise en contact des gens pair à pair, la recherche personnalisée d'informations sur les moteurs, grâce à tout ça, ces nouveaux consommateurs sont en train d'inventer l'Internet de demain. C'est plus tellement les producteurs, les Microsoft, les Bill Gates et compagnie, bien sûr qu'ils nous donnent les outils, mais nous on les détourne pour faire des tas de choses. Par exemple, Skype, c'est la téléphonie gratuite mondiale. Depuis 2 semaines, on a vidéo Skype. On a des petites caméras qui coûtent 40-30 euros, qu'on met là, et on se voit. La vraie visiophonie gratuite. D'un bout à l'autre du monde, sans payer un sou. À condition d'avoir la DSL et nous, le câble, on paye. Et puis Skype vend des tas de produits diversifiés, des caméras, des téléphones, des t-shirts. Deuxième exemple, c'est Google. Google Earth vous permet de voir par satellite le détail ici. Voilà la photo de la Cité des Sciences, vue par Google Earth. Donc vous voyez, regardez, on voit les voitures, hein. On voit la géode. Bon. À quoi ça sert? Au début, tout le monde va voir sa maison du ciel. Au début, on se dit à quoi ça sert? À rien, pas du tout. On utilise ce qu'on appelle les API, qui en anglais veut dire Application
Alors, ça veut dire Application Program Interface, qui permet de détourner le flux d'images Google pour faire quelque chose de payant. Exemple, de l'immobilier. Cette société, qui est une des premières aux États-Unis, utilise Google Earth, ça c'est la carte de la Californie, avec des pushpins, c'est-à-dire des petites punaises, et en cliquant dessus, non seulement on voit la maison qu'on veut acheter, pas à ce prix-là bien sûr, c'est un peu cher, 6 millions de dollars, mais on voit l'environnement de la maison par Google Earth, s'il y a de la verdure, si on est près de la plage, si on est loin. Donc des applications pensées par le flux créé. Je vous ai dit aussi que les citoyens créaient des journaux en ligne, c'est ce qu'on appelle des journaux citoyens ou des journaux collaboratifs. Moi j'ai lancé avec un ami, Carlo Revelli, ce journal citoyen, qui est tous les jours à 2 éditions, qui est comme un journal avec tous les sujets, politique, météo, sport, santé, technologie, mais écrit par des gens, par des blogueurs, pas par des journalistes professionnels. Alors on dit que ça fait une concurrence au journalisme. Non, c'est une nouvelle forme de journalisme complémentaire, collaborative. On a un système de filtrage, ici, avec des éditeurs volontaires qui reçoivent tous les articles qui arrivent, qui les filtrent, qui les trient, qui les font corriger, qui les envoient à d'autres éditeurs, qui les filtrent, qui les trient, qui les font corriger. Et finalement, les 3 fondateurs d'AgoraVox décident si on met en ligne ou si on met en libre propos. Et ensuite, la publicité, qui est générée par les publicités que Google nous permet de mettre en fonction de l'article. En fonction de l'article, Google va chercher les annonceurs correspondant à un article sur le sport, un article sur la voiture, un article sur l'alimentation. Eh bien, les écrivains, les blogueurs sont rémunérés, ainsi que les rédacteurs. Donc c'est un modèle tout à fait nouveau, collaboratif, qui permet de faire émerger une nouvelle forme d'information dite citoyenne ou dite collaborative. Voilà le modèle d'AgoraVox. Alors, autre explosion, et j'ai presque fini avec ces exemples pour aboutir à la conclusion de cette conférence, c'est la radio personnalisée, ce qu'on appelle le podcasting, la possibilité de recevoir une radio FM et de la réémettre sur Internet grâce à son ordinateur, chacun pouvant l'écouter sur son iPod. Et bien, le podcasting commence à faire concurrence à toutes les grandes chaînes de radio. Regardez la progression. Le nombre d'émissions podcast dans les 6 derniers mois a été multiplié par 5. En novembre, il y en avait 36 879 dans le monde, et ça ne fait qu'exploser, et ça continue. La télévision, c'est le prochaine étape. Moi, je vous prédis, ici, à la Cité des Sciences, le 3 janvier 2006, que ce que l'on a connu avec la musique échangée en P2P n'est rien à côté de ce que l'on va connaître avec l'image échangée en P2P. C'est-à-dire la télévision. C'est ça qui intéresse les gens, c'est l'image, c'est la télé. La musique, c'est très bien, mais l'image. Créer des images. Et comment ? Eh bien, grâce à une invention étonnante qui s'appelle BitTorrent, le torrent des bits d'information, qui marche de la manière suivante. Je vous explique. Si vous vouliez, après le tsunami, aller essayer de télécharger des images prises par des amateurs au moment de la catastrophe effroyable que nous avons connue en décembre de l'année dernière, eh bien, il y avait un goulot d'étranglement. Tout le monde allait en même temps télécharger ces images et il fallait des heures pour télécharger une image de 15 secondes. Avec BitTorrent, plus il y a de gens qui téléchargent, plus ça va vite. Pourquoi ? Parce que chaque téléchargeur devient un serveur pour les autres. Principe du P2P, du pair à pair. Plus vous téléchargez, plus en même temps que vous téléchargez, plus vous permettez à quelqu'un de télécharger à partir de chez vous. Et donc la télévision en P2P devient possible pour la première fois. Alors, on voit apparaître des sites comme Hacklab qui vous proposent non pas de recevoir la télé, mais de créer vos propres émissions. Vous voyez des sites comme Broadcast Machine qui vous proposent de publier vos propres vidéos sur Internet. Toutes ces petites publicités détournées qui font la joie de nos enfants, qui s'échangent sur Internet, c'est fait avec ces technologies-là et avec ces réseaux. Et donc, on est en train d'assister à une nouvelle génération de télévision, pour le meilleur et pour le pire. Alors, pour terminer, après ce survol dense de la technologie, des réseaux multimédia, des médias des masses, à quoi ceci nous conduit ? Eh bien, évidemment, à des enjeux comme nous en avons peu connus jusqu'à présent encore. C'est-à-dire des enjeux d'abord de conflit entre les industries traditionnelles, c'est-à-dire les modèles économiques traditionnels fondés sur la gestion de la rareté, la production de masse, l'économie d'échelle, la distribution de masse, à une économie fondée sur des niches interagissant les unes avec les autres, partie gratuite, en partie payante, fondée sur les flux d'usagers, la personnalisation des services,
qui donne naissance à ces deux différences. Je vous laisse lire, je ne vous fais pas la liste. Avec cette attitude traditionnelle de protection, de repli, de création de rareté volontaire pour forcer les gens à passer par vos propres vecteurs. On crée de la rareté autour. Et je ne vais pas épiloguer sur le pétrole, l'information, les téléphones, etc., les forfaits et compagnie. L'idée, c'est de créer de la rareté pour forcer les gens à passer par chez vous. Alors que là, on est dans une optique complètement différente. Je ne dis pas qu'elle est meilleure, je dis qu'elle émerge. Une optique de gestion de l'abondance, ce qui est complètement différent. La gestion de l'abondance. Alors évidemment, tout ceci est lié à des risques que vous connaissez. Je n'ai pas la peine de les revenir. Les virus, le spam, les pirates qui se glissent dans les comptes en banque et utilisent vos cartes de crédit, l'infopollution dont j'ai parlé tout à l'heure, entre les blogs, l'email, on a trop de messages, comment les rendre pertinents? Comment pratiquer une diététique de l'information pour éviter d'être boulimique à tout instant avec son portable? Ça devient à la mode maintenant, je vais vous dire, c'est absolument vrai ce que je vous dis, il y a des jeunes qui se réunissent maintenant sans téléphone, sans SMS, sans rien, juste pour se parler. Il y a une mode maintenant qui commence dans plusieurs pays européens, c'est être débranché. Moi j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée. Ça permet de donner du sens à ce qu'on fait plutôt que d'être constamment en train avec son BlackBerry ou son machin de savoir qu'est-ce que je viens de recevoir. C'est épouvantable. Donc il y a beaucoup de risques. Et si vous voulez, comme personne qui, en général, comme prospectiviste, essaye de voir les aspects constructifs, je n'ai pas dit positifs, j'ai dit constructifs de l'avenir, plutôt que me lamenter sur la liste de tout ce que les médias nous rappellent tous les jours des horreurs du monde dans lequel nous vivons. Évidemment, je suis conscient de tout ça et je voulais, en terminant, vous rendre conscient de tous ces risques, évidemment, mais la vigilance absolument nécessaire à laquelle nous sommes confrontés pour que cet Internet du futur soit un Internet tel que nous le voulons et pas quelque chose comme une sorte de Big Brother qui nous tombe dessus. Alors, j'ai promis, puisque c'est dans le titre, de faire aussi une petite prospective en 3 diapos de science-fiction de 2025, fondée sur trois pôles. Le premier, c'est que de plus en plus, nous allons assister à un mariage entre la biologie et l'informatique. C'est un de mes dadas. C'est pour ça que j'ai appelé ça la biotique en 1982. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'homme symbiotique sur ce sujet, entre le cerveau et les ordinateurs. Un mariage de plus en plus interfécond et risqué est en train de se produire. Les nanotechnologies vont de plus en plus changer notre univers et notre environnement. Les nanotechnologies vont changer l'imprimerie en permettant de faire des papiers électroniques, en permettant de créer des environnements intelligents. Ce sera l'objet de ma conférence du 24 janvier. De plus en plus, des communications directes entre le biologique et l'ordinateur, ce qu'on appelle déjà de neuropuces, et ce n'est pas de la science-fiction, c'est fait dans des laboratoires, rendra possible des communications entre le corps humain et les machines. Vous vous rendez compte, une horreur d'un téléphone greffable. Déjà, on a ça partout qui nous suit, alors dans l'oreille en plus. Non. Réfléchissons bien sur le plan infoéthique et bioéthique à toutes ces promesses, entre guillemets, de la science et de l'industrie, avant de nous lancer à corps perdu dans ces applications. C'est ce que j'ai essayé de décrire un peu dans ce livre, L'homme symbiotique, qui est paru en 1995. Et je vous renvoie maintenant à 3 écrans publicitaires pour vous permettre, si vous le souhaitez, d'en savoir un peu plus. Le premier écran, c'est de lire l'article que j'ai écrit sur Agoravox. C'est très facile, vous tapez agoravox.com sur Internet et dans la boîte de recherche qui apparaît à peu près ici, vous tapez René Média et vous aurez cet article qui s'appelle « Des masses médias aux médias des masses » que j'ai écrit il y a environ 1 mois. Un interview que j'ai donné avec des liens cliquables, comme vous le voyez. Mais pour en savoir plus, eh ben, c'est le 18 janvier 2006, le livre dont je vous ai parlé, qui s'appelle « La révolte du pronétariat ». Je n'ai pas dit le prolétariat, mais c'est un clin d'œil à Karl Liebke, pronétaire de tous les pays, unissez-vous. Eh bien, j'ai écrit « La révolte du pronétariat des masses médias aux médias des masses » et toujours, bien entendu, pour ceux qui veulent en savoir plus, mon site web deroné.com. Vous pouvez me mettre des mails, à condition qu'ils fassent moins de 5 lignes, parce que j'ai un agent intelligent qui compte le nombre de lignes et qui répond automatiquement. Mon patron ne vous répondra pas si vous écrivez trop long, infopollution, et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. On a 30 bonnes minutes. Merci.